Lorsque vous développez une application et que les utilisateurs sont amenés à l'utiliser le jour, vous devez être capable de pouvoir bien gérer les exceptions pour rendre l'expérience d'utilisateur un peu plus nice. D'accord? Et lorsque l'utilisateur est sur la plateforme, il peut arriver que l'utilisateur ait des problèmes. Et lorsque ce sont des problèmes métiers, vous devez être capable de pouvoir gérer les exceptions. Donc, capturer les exceptions, les traiter et envoyer donc un message convenable à l'utilisateur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les exceptions dans cette application. Nous verrons les exceptions niveau débutant, exceptions niveau junior et exceptions niveau intermédiaire. Et après les exceptions, nous allons tout d'abord continuer avec la réalisation de notre application. Nous allons continuer avec le domaine publication et nous verrons donc comment gérer les publications en tenant compte des tags et autres. D'accord? Donc cette vidéo risque d'être un peu longue, donc je vous conseille de prendre une tasse de café et accrochez-vous les gars, c'est la clé pour pouvoir réussir le développement avec Spring Boot. D'accord? Être concentré, suivez les explications. Comme je le dis souvent, le code n'est pas important, mais la compréhension de ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quand est-ce qu'il faut faire, c'est ça la clé du développement logiciel. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous recommande de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir sur Spring Boot. Ou bien, si vous êtes abonné, likez, partagez, laissez des commentaires pour m'encourager afin que des nouvelles vidéos puissent apparaître au niveau de la chaîne. D'accord? Une fois cela fait, je vais donc venir au niveau des pronos. Vous pouvez utiliser HTTP ou bien Postman ou bien Thunderclient au niveau des VS Code. Ça dépend de ce que vous aimez le plus. Donc, si je clique là, vous verrez donc que j'ai la possibilité de pouvoir avoir un message, mais qui n'est pas trop clair. D'accord? Mais on dit quand même catégorie not found parce qu'au niveau de ma partie métier, j'avais mis cela. Ok, maintenant ce que nous voulons c'est de personnaliser ceci pour que ce soit un peu clair pour tout le monde. D'accord, on voit dans un charabia là que tout le monde ne peut pas forcément le lire au niveau de ces traces. D'accord, donc nous allons faire quoi? Nous allons avoir un statut qui est plutôt intéressant. Nous allons voir, nous aurons un message d'erreur un peu intéressant et nous pourrons inclure dans le timestamp si nous voulons ou pas. Donc ce n'est pas une obligation, mais je pense que inclure le timestamp serait également aussi un truc de plus nice. D'accord? Donc qu'est-ce que nous allons faire? Je vais aller au niveau de ma partie métier. Nous allons commencer avec la partie débutant. Et d'accord, je vous ai dit que on devait donc travailler avec Git et j'ai carrément oublié dans la vidéo passée. D'accord, mais comme dit souvent, il n'est jamais trop tard pour commencer avec les bonnes pratiques. Donc, dans un premier temps, je vais aller au niveau de mon terminal. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais initialiser Git. D'accord? Je vais faire un Git init. Voilà, j'ai initialisé Git au niveau d'ici. Je suis au niveau de ma branche main. Je vais faire Git add. Pour ajouter, je mets le point pour dire que comme je suis à la racine de mon projet, ajoute tout ce qui est au niveau d'ici là, en tenant compte qu'il y a déjà un point git init et git ignore qui existe à la création de mon projet. D'accord? Si je n'avais pas un git ignore, je devais donc l'ajouter pour pouvoir ignorer certains fichiers. D'accord? Donc ici vous pouvez voir qu'il ignore le build, il ignore tout ce qui est grand learn, il ignore tout ce qui est sur VS Code. Il va également ignorer tout ce qui est IDEA, tout ça. Et c'est un peu intéressant les gars. D'accord? Donc je fais un git add pour ajouter tout ce qui est traçable et je vais juste taper entrée et tape là, voilà. Il a tout ajouté, d'accord? Vous allez voir que le nombre ici change, ça c'est 21 et tout ça change de couleur parce que ça commence à être traqué. Maintenant je vais dire que git commit, je mets "-m" et je vais ajouter mon message, d'accord? Je vais dire que ce sera un initial commit. Ça, c'est mon premier commit. Je vais dire c'est un initial commit. Le nombre ici a carrément disparu parce que j'ai commencé à traquer. D'accord? Vous ne pouvez pas être développeur si vous ne connaissez pas Linux, si vous ne connaissez pas Git. C'est impossible, les gars. D'accord? Donc, mettez-vous au travail, apprenez Git et commencez avec bonnes pratiques. Ce qui est important, c'est que dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques bonnes pratiques que vous pouvez utiliser pour travailler Git. Mais déjà, vous avez remarqué que je suis sur la branche main ou bien master, bon, la branche principale, il est interdit ou il n'est pas recommandé de pouvoir développer les fonctionnalités dessus. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer une nouvelle branche qui va s'appeler Develop. Ou bien vous pouvez utiliser Gitflow qui vous permet de faire tout cela naturellement. Mais Gitflow nécessite une installation au niveau de votre système et je ne vais pas vous encombrer cela pour l'instant. Donc, je vais d'abord faire un Git branche pour voir le nombre de branches que j'ai. J'ai une seule branche qui est main. J'appuie sur Q pour quitter cela. Je vais faire Git checkout
checkout-b, ça c'est pour créer une branche et se brancher dessus. Ou bien vous pouvez juste dire git branch comme ceci, commençant avec git branch et donne le nom de la branche. La branche que je veux c'est develop, d'accord? La branche develop a été créée. Si je fais maintenant git branch, vous allez voir que j'aurai maintenant deux branches main et develop. Je suis connecté sur la branche main, raison pour laquelle vous voyez l'astérisque ici là. Je vais taper quitter, je vais faire git checkout oui, pour changer de branche. Là, je vais mettre develop. Maintenant, je suis au niveau de la branche develop. Qu'est-ce au niveau de la branche develop, les gars? C'est bon. Ça, c'est la branche où tout part. Que ce soit les branches hotfix, autant que ce soit les branches feature, que ce soit les branches release, tout ça part des développes, d'accord? Et quand vous travaillez en groupe, il y a une certaine, en équipe, dans un team, il y a une certaine chose qu'il faut prendre en compte pour pouvoir bien travailler. Mais je ne vais pas tenir compte du fait que vous travaillez en équipe. Je vais supposer que vous êtes seul sur le projet, mais je vais quand même monter quelques bonnes pratiques. Maintenant, quelle est la fonctionnalité que nous voulons développer? Nous voulons développer la fonctionnalité post. Mais avant ça, nous allons mettre en place d'abord la gestion des exceptions, d'accord? Donc je vais créer une branche qui me permet donc de pouvoir gérer les exceptions d'abord, d'accord? Donc je vais dire git checkout ou bien git branch, git checkout -b, il va créer une branche et je vais dire que ma branche va s'appeler feature slash, je vais dire quoi, handler exception, comme ceci, voilà. La commande me permet de créer une branche et me connecter directement sur la branche. Donc c'est un peu comme j'ai fait un git branch, feature handle exception. Après, je vais faire un git checkout, je mets feature handle exception. Donc c'est une commande qui vaut deux commandes à la fois. Je suis au niveau de la branche feature handle exception. Donc je suis tout content. Là, maintenant, je peux commencer à gérer mes exceptions. Maintenant, tout d'abord, je vais venir au niveau de mon contrôleur. Donc je vais faire quoi? Je fais d'abord ceci. Je vais faire contrôle backtick. D'accord, je fais comme ceci là. Là, je suis tout bon. Je vais dire que je suis au niveau de mon contrôleur et de mon catégorie contrôle là. C'est là que je vais gérer mes exceptions. Donc, je vais d'abord commencer par imprimer dans définir une méthode publique, une simple méthode qui n'a rien de compliqué. Je vais dire que public response entity. D'accord. Vous pouvez mettre le type de retour ici. Pour l'instant, comme je ne connais pas trop ce que je vais retourner, je mets le point d'interrogation pour dire retourner n'importe quoi. Je vais l'appeler handler exception. Voilà. Et dans handler exception, quelle exception que je vais capturer? D'accord. Si je rentre au niveau d'ici, donc je fais CTRL T ou commande T selon le système que vous utilisez. Donc, je peux aller au niveau des catégories service. Catégorie service implement, voilà, catégorie service implement. Vous allez vous rendre compte que au niveau de la capture d'exception, j'ai utilisé un runtime exception. Donc c'est ce nom que je dois utiliser, d'accord? Généralement, ce que les développeurs font, c'est d'utiliser peut-être entity not found exception, mais je vais laisser runtime exception, c'est la même chose, ça va fonctionner de la même manière. Donc je vais dire que l'exception que je veux capturer sera un runtime exception, runtime, voilà, exception comme ceci, voilà, et je vais prendre l'exception. Quand je récupère l'exception, je vais faire juste un return new response entity, voilà. Je peux mettre directement le statut, je mets http statut, voilà, point not found, voilà. Et les gars, ça va marcher, d'accord? Donc je viens ici là, ça c'est juste une fonction simple. Je dois donc changer le comportement de la méthode simple ici pour qu'elle soit une méthode spéciale comme ceux que nous avons ici là. Pour le faire, je dois mettre handler exception. Je vais dire mais là handler exception, handler autant pour moi, et dans exception handler je mets runtime exception, d'accord, pour classe. Voilà, c'est bon, c'est nickel. Et je crois que c'est bon, j'ai trouvé l'orthographe, ça doit être nickel. Maintenant, je reviens ici. Je vais lancer, j'espère que mon serveur va finir de démarrer. Là, c'est bon, vous voyez là, 404, ça, le statut a déjà quand même changé, mais nous n'avons pas les tests ici là. Ce que nous allons faire, c'est d'ajouter le test pour que cela soit un peu plus clair. Donc, je peux déjà même ajouter un string là.
Donc, je mets là et dit not found. Voilà. Et puis, je vais ici. Si je relance, voilà, not found. Les gars, nous sommes déjà sur la bonne partie. Maintenant, je peux faire quoi? Je peux ajouter plus de tests. Nous avons d'abord vu l'exception qui avait d'abord affiché. Dans le runtime qui était d'abord là, on a le statut, le message et tout. Donc, je peux faire quelque chose d'un peu plus nice comme ça pour ne pas avoir seulement un test. Pour avoir quelque chose d'un peu plus bien. Ça va faire c'est quoi? Je vais venir au niveau de mon code. Je vais créer dans un dossier qui n'existe pas encore qui va s'appeler exception. Donc, je vais à la racine de mon projet. Je crée un dossier qui va s'appeler exception, un package qui s'appelle exception. Dans exception, je vais donc dire que j'aurai un error response ou error API response ou bien block response, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, il va vous choisir le nom qui vous correspond le mieux. Je vais dire que ce sera une classe ou bien un record. Je choisis le record pour moi. La première chose que je mets ici, je vais mettre un private, d'accord? Donc, pas besoin de l'encapsulation ici dans un record. Je vais juste mettre un string là. Et dans ce string, je peux mettre le message. Voilà. Pas mettre grand chose. Et ici, je peux mettre le statut code. Statut code. Et enfin, je peux mettre le temps. Donc, je mets instant là. Et puis, je mets là timestamp. Voilà, timestamp. C'est nickel, les gars. D'accord? Donc, avec ça, je vais pouvoir personnaliser un peu le test. Je reviens donc au niveau de mon contrôleur qui était catégorie contrôleur. Désolé. Catégorie contrôleur. Voilà. Dans catégorie contrôleur, je vais retourner directement au niveau de handler exception. Ici, je vais dire que j'aurai une variable qui va s'appeler error. Et dans cette variable, je vais dire que ça va faire un new. Je vais mettre error API response. Voilà. Error. Maintenant, je récupère le message. Étant donné que j'ai capturé l'erreur, là voilà, runtime exception qui est là. Donc, je peux prendre l'exception pour récupérer le message qui est à l'intérieur. Le message qui sera à l'intérieur, c'est catégorie not found que nous avons mis au niveau de la partie métier. Je dis get message. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Dans error code, je vais mettre un code un peu plus simple. Je vais faire http c'est status, d'accord, pour je récupère not found exception que nous avons d'abord mis, not found. Maintenant, pour récupérer son code, je fais pour value pour que ça me convertisse ça en integer. Et enfin, maintenant, j'ai le timestamp. J'ai le timestamp. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un instant là, d'accord, pour now. Je fais comme ceci, c'est nickel. Et je viens donc remplacer le error ci par le message ci par mon error. Je retire ceci et j'essaie un peu d'espacer. D'accord, les gars? Voilà ce que je viens de faire pour essayer de donner un peu plus de contenu à notre erreur. Donc, je peux venir là. Voilà le message de catégorie not found que nous avons mis au niveau de la partie métier. Voilà le instance que nous avons mis qui est notre timestamp et voilà le 404 qui est notre code d'erreur. D'accord? Donc nous venons donc de gérer la partie débutant de la gestion d'erreur. Donc ça c'est niveau débutant de chez débutant. Maintenant, ceci marche bien, vous pouvez le répéter pour plusieurs types d'erreurs, peut-être illégal, entity ou bien already exist. Vous pouvez le dupliquer et changer juste le comportement ou bien le méthode qui est à l'intérieur pour plusieurs types d'erreurs. Mais l'inconvénient avec ça, c'est que si vous avez 5 domaines, par exemple, nous avons le domaine post, le domaine tag et le domaine peut-être, disons, comment, vous devez donc l'écrire dans tous les contrôleurs pour qu'ils puissent capturer les erreurs. D'accord? Ça marche bien, mais ce n'est pas recommandé. D'accord? Donc, je vais vous montrer une deuxième méthode, comment faire pour pouvoir gérer les erreurs. D'accord? Nous allons toujours aller avec la même méthode-ci, mais sauf que nous allons un peu beaucoup plus personnaliser les choses. D'accord? Donc, je pars directement au niveau intermédiaire ou bien junior intermédiaire. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens au niveau d'ici. Au niveau d'ici, je me dis que celui-ci est déjà un peu plutôt bien.
mais je vais donc customiser dans la gestion d'exception. Ici, nous avons capturé le runtime exception, ce n'est pas bien. Runtime exception, c'est généralement pour les erreurs internes, donc les erreurs qui viennent au niveau du système. Donc, nous voulons un not found exception. Donc, je vais commencer par créer donc un élément ici qui va s'appeler not found, je vais l'appeler API exception, ou bien not found block. Bon, c'est juste que je ne veux pas que cela coïncide avec le not found exception qui existe déjà au niveau de notre système. Je vais dire not found API exception. Donc, à chaque fois qu'on va API, on dira donc que c'est notre exception. Voilà, c'est bon. Qui sera une classe. Et cette classe doit faire quoi? Elle va juste hériter, elle va extend des runtime exception. Voilà. C'est nickel. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais définir trois champs. Je vais dire que j'aurai un private qui sera type string, qui sera notre ressource. Resources. Voilà. J'aurai un deuxième champ qui sera quoi? Qui sera field. Voilà. Et c'est aussi une chaîne de caractères. Voilà. Et j'aurai un troisième. Private qui sera quoi? Private, oui, qui sera un type object. Le type objet veut dire que je ne connais pas le type, qui sera la valeur value. Maintenant, je vais définir un constructeur. Je pense que je peux le définir avec VS Code. Je ne sais pas si je parle le constructeur là. Générer constructeur, c'est bon. Je vais gérer le constructeur avec paramètres obligatoires. Un seul constructeur, voilà. Constructeur sans paramètres. Bon, je crois que ça me suffit. Et je récupère tous les champs et je génère. Voilà le constructeur que j'ai géré. Et puis, il prendra un message. Le message ici là vient donc de cette valeur-ci et ça vient du constructeur parent. Mais sauf que je vais supprimer le message ici. Je vais construire le message moi-même pour que ce soit un peu plus cool, les gars. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Au niveau d'ici, au lieu de mettre le message comme ceci, je vais aller plus simplement. Je ne vais pas compliquer. Je vais dire string.format. Vous pouvez utiliser le string.build, d'accord? Je mets la chaîne de caractères ici là. J'utilise le formatage, j'utilise le drapeau pourcentage S qui sera quoi? Qu'est-ce que je veux avoir? Je mets ce que je veux avoir ici pour ne pas vous égarer. Je vais donc dire que je vais avoir post ou comment ou peut-être catégorie, donc le domaine catégorie ou bien tag, prenons tag qui est plus facile d'écrire, tag 8 ou bien tag not found ou bien 8 tag ou catégorie not found 8. Je mets maintenant le champ qui est quoi? Field qui est là, voilà, field 8 field 2 points, je mets la valeur qui est là, ça peut être 5 ou 3 ou 12. Voilà donc ce que je suis en train de vouloir faire. Donc je commence avec la ressource not found 8 et mets le field qui est là, pourcentage S encore, et 2 points, je mets la valeur qui est pourcentage S toujours. Voilà. Maintenant, je mets la ressource là. Après la ressource, qu'est-ce que je mets? Je mets le field. Et après field, qu'est-ce que je mets? Je mets dans la valeur. Voilà. Voilà ce que je viens de faire pour gérer mon exception. Maintenant, je vais sauvegarder. Qu'est-ce que je fais? Je peux donc définir. Je reviens donc au niveau de mon code. Je vais donc définir ce qu'on appelle le contrôleur
advice. Le contrôle advice va permettre de pouvoir capturer les exceptions n'importe où. D'accord? Donc, j'ai plus besoin de définir un élément ici pour que mon exception soit capturée. Donc, je vais juste copier ça. Je coupe ça. Je garde parce qu'il va me servir là en haut. Je coupe ceci. D'accord? Je garde. Et dès que je garde, je viens au niveau des exceptions toujours. Je vais dire que j'aurai besoin d'un nouveau fichier qui va s'appeler REST controller advice ou bien REST controller exception. Ça dépend de ce que vous voulez pour Java. Maintenant, lorsque je définis ça, je définis déjà le REST controller, le REST advice. Voilà, REST controller advice. La méthode c'est très importante. Et je vais donc coller ce monsieur-ci là. Je peux dire seulement rend l'exception ou bien resolve exception. Là, c'est suffisant. Maintenant, la classe que je vais travailler ne sera plus runtime exception. Ce sera quoi? Ce sera donc, je vais l'appeler not found. Je fasse d'abord classe not found exception. Bon, classe. Ici, là, il dit not found exception. Voilà. Et je regarde d'abord où j'ai importé parce que je peux rater l'import. Not found. Où est-ce que je l'ai importé? Est-ce que je l'ai importé alors? Voilà, vous voyez, je ne l'avais pas déjà bien importé. C'est déjà un problème là-bas. Import, non, pas dans Spring. Je fais l'importer depuis. Ah, j'ai écrit, c'était not found API. Autant pour moi, not found API. Exception. Not found API exception. Not found API exception. Je vais copier. VS Code, par moment, tu m'énerves. Et mets la classe. Voilà. C'est bon. Pas besoin d'importer, ils sont dans le même package. Là, c'est bon, les gars. Donc, je viens de faire quelque chose d'un peu plus nice. Maintenant, je dois changer ce monsieur-ci là. D'accord? Je dois absolument le changer. Donc, dans un premier temps, ce que je dois faire, c'est quoi? Je vais retirer ceci. Voilà. Pour commencer, je le retire d'abord. Ici, je le retire aussi. Voilà. Premièrement, je laisse d'abord ça ainsi. Maintenant, je viens dans ma partie métier qui est là. Je dois donc dire que ma partie métier c'est service. Donc, je veux dire que je catégorie service implement. Voilà. J'ai catégorie service implement. Voilà donc une catégorie. Voilà, catégorie not found. Voilà ça. Je dois changer ceci là par ma gestion d'exception personnalisée. Donc ici, je vais faire j'ai not found API response. Il n'a pas compris. Oui, not found API response. Voilà, c'est bon. Not found API response. Ici, il me dit que il prend plusieurs paramètres. Ici, je n'ai mis qu'un seul paramètre et il a besoin de 3 paramètres pour pouvoir fonctionner. Comment est-ce que je peux le mettre? Le premier paramètre que je peux mettre ici, là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre peut-être catégorie. Voilà. 8. Le champ, c'est quoi? Le champ, c'est ID. 8 ID. Et je mets la valeur de la catégorie qui est notre ID ici, là. Voilà, les gars, ça a disparu. D'accord? Donc, c'est sur get catégorie. Donc, je vais sauvegarder. Maintenant, une fois que j'ai sauvegardé, comment est-ce que je vais faire pour être certain que les choses marchent comme je veux? D'accord? Parce que j'ai défini, mais je dois être sûr que les choses marchent
comme je veux. Parce que si ça ne marche pas comme je veux, c'est vrai qu'il y a un problème. Donc, le moyen le plus simple, c'est de partir au niveau du Bruno. Et puis, nous allons tester ensemble pour voir si ça répond vraiment à ce que nous voulons. D'accord? Donc, je vais d'abord venir au niveau d'ici. Je lance comme ça. La réponse ne sera pas ce que nous voulons, mais ça va se rapprocher quand même de ce que nous on veut. Je lance. Il dit not found parce que je n'ai rien retourné dans le body. Ça veut dire que ça marche déjà quand même bien, les gars. Donc, je vais retourner au niveau de mon contrôleur advice qui est dans exception. Voilà. Reste contrôleur advice. Maintenant, au lieu de retourner, c'est ici que je ne connais rien de lui. Je retourne quoi? Je retourne mon error. Oui. Je dois retourner mon error response quelque chose là. J'avais appelé ça quoi? J'avais appelé ça Error API. Error API response. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je reviens au niveau d'ici. Je dois reconstruire mon élément. Je vais dire que j'aurai va error qui sera là new API error API response. Voilà. Premier paramètre, je mets le message, je mets exception.getMessage. Voilà. Deuxième paramètre, je mets le statut HTTP status pour not found pour value. Voilà. Et après, je récupère instant pour now. Voilà, les gars, c'est beau. Ici, je retourne mon error simplement. Voilà, les gars, c'est beau. Ici, je vais sauvegarder celui-ci également. Je pense que c'est bien. Je vais lancer. Voilà le message. ID not found. ID not found with category. Voilà un peu à quoi ressemble le message, d'accord? Donc, je vais revenir au niveau d'ici. Apparemment, il y a ressources. Ce premier paramètre. Ah, d'accord. Il y a eu un bouleversement là. Je vais repositionner pour que ce soit plus clair. Voilà. C'est bon. Je vais relancer. Voilà. Catégorie not found with ID. C'est un peu bien. Tout ça, c'est nickel. Mais je vois encore un problème. Un petit problème. Le petit problème est le suivant. Laissez-moi d'abord aller au niveau de ma partie service. Voilà. Le petit problème est que si demain, je change l'orthographe des catégories, ou bien si au lieu des catégories, on parle peut-être des collections, je dois changer ici en bas, changer un peu de partout. Partout de mon code, je dois changer. Or, je vais avoir un truc que je dois le mettre. Si je dois changer, je change en un seul point pour ne pas me répéter. Donc, c'est pour respecter le drive. Donc, repeat yourself. Un code que, lorsque vous faites une petite refactorisation, demande que vous refactorisez le code un peu de partout. Ça demande un problème. D'accord? Donc, avant de commencer à changer, je vais déjà commencer par faire mon premier commit. D'accord? Et parce que je mets tellement écrit avant de faire le commit. Quand vous faites le commit, faites des commits d'une manière atomique. Pas d'atomique, je parle des petits commits pour faire en sorte que le projet soit facilement refactorisable. D'accord? Donc, je vais faire git add, git commit. Maintenant, dans mon git commit, je vais donc dire que la fonctionnalité, c'est quoi? La fonctionnalité, c'est bon, en fait, c'est une feature. Donc, je mets la feature. C'est une fonctionnalité qui est faite. Et la fonctionnalité, sur quoi? C'est sur les exceptions. Exception. Voilà. Et puis, je mets deux points. Je peux mettre maintenant le test. Add controller advice and response and error response DTO. Voilà. Voilà un commit que je peux faire. Ah, j'ai oublié de mettre ce monsieur-ci. Voilà. Voilà le commit que je viens de faire. Maintenant, quand je fais mon commit, je veux faire quoi?
je vais donc créer des variables pour tout ça. Donc des constantes autant pour moi. Donc je vais venir au niveau d'ici, venir créer un nouveau paquet à la racine de mon projet que je vais appeler utile, qui va contenir tous mes utilitaires. Et comme utilitaire, je dois avoir besoin d'un autre dossier ou bien d'un fichier, disons un module qui va s'appeler appconst as constant. Je vais mettre pour Java. C'est nickel. Je définis là. Je vais dire que j'aurai besoin d'un private static. Désolé. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Private static final string. Je vais l'appeler catégorie qui sera égal à quoi? Catégorie. Voilà. C'est nickel. Tu peux faire la même chose. Ici, là, je mets mon domaine post. Ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc post. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut ajouter au fur et à mesure. Donc, pas besoin d'écrire tout pour toute l'application. Donc, je mets ID ici. Et puis, je sauvegarde. Au besoin, je vais compléter ça au fur et à mesure. Donc, je peux déjà commencer par sauvegarder ça. Donc, je viens là. Git add. Git commit. Add constante. Voilà. Même comme je n'ai pas été explicite. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc venir au niveau de la partie métier, dans catégorie service implement. Et dans catégorie service implement, qu'est-ce que je fais? Donc j'appuie CTRL backtick pour fermer le bar, comme vous voyez là. Je viens là, au lieu de mettre catégorie et tout, donc je change ceci là en sa valeur. D'accord? Je vais mettre là app constant, oui, pour implement pas trouver catégorie. Ça veut dire que j'ai mis ça en privé. Voilà, c'est pas bon. Public. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas app constant pour catégorie. Voilà. Donc, je peux essayer de faire l'import d'une manière static import. Convert to static import. Voilà. Catégorie. Ici, là, au niveau des fields, je vais mettre ID. ID, je dois l'importer depuis app constant. Pour ID et puis la valeur là. D'accord? Donc tout ce que je dois faire, c'est de copier ceci. Vous voyez? Je copie ceci en sachant que s'il y a lieu de changer, ça va changer facilement. Je copie. Je viens ici. Je remplace ce monsieur-ci. Voilà. Je remplace ce monsieur-ci. Voilà. C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais relancer mon code. Catégorie not found with ID 102. Les gars, vous voyez, ça marche proprement. Ça marche nickel, les gars. Ça marche nickel. Donc, pas besoin de se casser la tête pour faire quoi que ce soit. Donc, avec contrôle AVAX, ça marche. Maintenant, deuxième déception qu'on peut gérer, c'est de gérer l'exception lorsqu'on ajoute un élément au niveau de notre code. D'accord? Parce que nous avons vu comment créer une ressource, mais nous n'avons pas vu comment valider. Maintenant, étant donné que nous sommes encore sur l'entité catégorie, donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer d'aller au niveau de l'entité
publication. Maintenant, lorsque nous serons dans publication, nous allons voir nettement comment est-ce qu'on peut valider les données d'un champ. Certes, nous pouvons le faire au niveau des catégories, mais je ne trouve pas cela pour l'instant très existant. Donc, allons d'abord au niveau de l'entité catégorie et enfin, nous verrons comment est-ce que nous pouvons faire pour rendre les choses un peu plus nice. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir au niveau de mon code, fermer toutes les fenêtres, close order. Je ferme également celui-ci. Il cache ça comme ça, il cache comme ci, il cache comme ceci là, il cache aussi ça comme ceci là. Je vais commencer d'abord avec l'entité. L'entité que je vais créer ici là, ça va s'appeler post. Post.java. D'accord? Et là, je commence à dire que c'est un entity. À côté de entity, je vais mettre quoi? Table. Côté table, je vais mettre que je vais utiliser le getter. Je vais utiliser les setters, voilà. Et après, je vais utiliser all are constructor, no are constructor. Et après, j'utilise builder. Voilà les annotations que je vais utiliser. Je commence par dire que d'ici là, je veux un private. Je mets maintenant, ici sera l'ID. Donc, je vais dire l'ID sera un long ou integer, on s'en fout. Je vais dire que ce sera un integer. Voilà, je vais dire que ce sera un post ID. Et après, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai un private également. Permettez-moi, je vais aller au niveau d'ici, regardez mon regardez mon diagramme. Je n'ai pas ça en tête. Quel thème le diagramme? Voilà. Donc, je commence ici. Post title, voilà, content. Donc, je commence à dire que j'aurai un private string. Dans string, j'aurai title, private string, j'aurai un content, private. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Un statut, voilà, qui est enum. J'aurai post statut comme ceci, statut, voilà. Et après je dis que j'aurai un private au niveau d'ici là qui c'est datetime published at. On peut mettre un instant là qui sera published at, publier le, parce que je considère que lorsqu'on crée une publication, ça part d'abord en corbeille. On va d'abord faire la revue. Quand vous publiez chez vous, on fait la review de la publication avant de le rendre visible pour tout le monde entier. Un peu comme ce que nous avons fait sur la formation Django. Donc ici, après, nous avons quoi? Created at, updated at, auto. Nous avons instant, created at, private. Ici, je vais utiliser instant. Voilà. Updated at. Maintenant, je commence avec maintenant les relations. D'accord? Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une relation auteur et catégorie ID, qui sont les clés étrangères, les foreign keys au niveau de la table publication. D'accord? Ça veut dire que un utilisateur peut publier plusieurs publications et sur plusieurs catégories. D'accord? Donc, sur une catégorie, peut avoir plusieurs publications sur une catégorie. Donc, je vais utiliser, donc, je commence d'abord avec la relation simple. Je vais dire que je fais un private, comme ceci. Je mets d'abord catégorie comme ceci. Je me rassure bien que ça vient des entités. Ne prenez pas le premier là. Donc prenez ce que vous voyez, ce qui vient de ce que nous avons défini. Je vais mettre catégorie comme ceci.
Voilà. Et puis, je vais dire que j'aurai besoin des users. J'avais appelé quoi? Custom user. Custom user. Voilà. Ici, là, je vais l'appeler auto. Maintenant, je commence d'abord avec les relations. D'accord? Je vais aller commencer en haut. En haut, celui-ci doit être la clé primaire. Je dis arrobase integer. Bon, pour dire c'est la clé primaire. Generated value. Generated value. Je laisse ça en automatique. D'accord? Et au niveau du titre, arrobase, le titre doit être non nul. Donc, je mets colonne. Colonne comme ceci. Colonne. Et dans colonne, je dis que ce sera nullable égal à false. Voilà. Le titre, bon, on n'a pas besoin de dire que le titre sera unique, on s'en fout. Et puis, au niveau des content, qui est le contenu qui sera long dans la description complète. Donc, ici, je vais mettre que je mets colonne comme ceci. Et au niveau d'ici, je vais mettre colonne definition. Ici, je mets texte parce que ce sera assez long. Parce que celui-ci là, c'est le type varchar. Celui-ci, c'est le type texte. D'accord? Et puis, maintenant, ce monsieur-ci, je dois définir dans le statut. Je peux définir le statut directement ici, là, sous forme de enum. Mais n'oubliez pas que j'ai créé donc quelque chose qui est au niveau, qui est pour gérer les enum. Voilà. J'ai créé donc un enum. Et dans l'enum, là, j'ai draft, publish, qui permet de pouvoir gérer ça. Donc, post le statut, peut être le draft mode corbeille, publisher qui est publié, archive qui était archivé. Donc, voilà, post statut, je clique là pour voir si je peux l'importer. Voilà, import, et puis là c'est bon. J'ai importé, mais jusqu'à là ça ne marche pas. Ce n'est pas toujours ça, d'accord? Il faut que entities, donc JPA connaissent que ça c'est un enum et qui doit l'utiliser. Donc je mets là enumerate, voilà, qui vient de Jakarta.persistence. Je mets là-bas enum type comme ceci. Je mets en string. Vous avez vu, on a ordinal et string. String veut dire que au moment de l'afficher, on va voir vraiment ce que nous avons mis au niveau de enum. Donc on va voir draft, publisher ou archive. Maintenant, ordinal veut dire qu'on peut voir 1, 2 ou 3 selon l'ordre que vous avez mis ici là. Donc on va laisser ça à string. Maintenant, published at, ça c'est une valeur qui sera entrée lorsque nous allons publier. D'accord? Donc lorsqu'on va publier, on doit cocher dans la date de publication là, et puis ou bien ça va récupérer la date de publication envoyée au niveau du serveur. D'accord? Donc ce qu'on peut dire c'est quoi? On va le laisser ainsi, donc il peut être nul ou bien il peut contenir un élément, donc on va le laisser en nul. Maintenant ici, au niveau d'ici là, created at, lorsqu'on a créé la ressource au niveau de la base des données, ce que nous voulons c'est quoi? C'est que la ressource puisse prendre la date actuelle de création. Donc on va dire que on va laisser l'ORM remplir ça pour nous. On va dire arrobase creation timestamp, c'est creation timestamp. D'accord, il récupère ça automatiquement pour nous. C'est une nouvelle manière de faire parce qu'il y a une autre manière. On va utiliser ce qu'on appelle le auditing hour, mais on n'a pas besoin de mettre ça à ce niveau. Ici là, c'est pour la modification. On va mettre arrobase update timestamp et puis c'est tout. Maintenant, au niveau des catégories, on sait que la clé primaire de la table catégorie va migrer au niveau de la table publication. Donc, on va déjà mettre arrobase. Et quand ça va migrer, il y a ce qu'on appelle quoi? C'est la colonne de jointure. Donc, on va mettre arrobase colonne là. John colonne, autant pour moi. Arrobase John colonne. Maintenant, dans John colonne, on va définir un nom. N'oubliez pas qu'au niveau d'ici, on avait un nom qui était catégorie underscore ID. Donc on va dire quoi? Catégorie underscore ID. D'accord? Là, c'est tout bon pour moi, les gars. Maintenant, au niveau d'ici, je vais mettre arrobase John colonne également. Ici, qu'est-ce que je mets? Je mets le nom qui sera égal à user underscore ID. Là, c'est bon, mais c'est incomplet. Maintenant, il faut dire que c'est une relation plusieurs à 1. Donc, je mets l'arrobase
many to one. Many to one. Voilà. Maintenant, ici, je veux mettre ce qu'on appelle le fetch type. C'est pas obligatoire. Fetch type signifie quoi? En fait, c'est une clé qui permet de dire à Hibernate comment est-ce qu'il doit récupérer les données. Lorsque je vais charger les publications, est-ce que je vais également charger les champs catégories ou bien est-ce que je vais également charger les champs utilisateurs? C'est ça le plus important. Quand je charge la catégorie, je n'ai pas besoin de charger directement aussi quand je charge les publications, je n'ai pas besoin de charger directement les catégories ni de charger directement les utilisateurs. Je dois charger les éléments de la table utilisateur si et seulement si j'essaie d'accéder aux éléments de la table utilisateur ou catégorie en faisant peut-être post-point, un peu comme ce qu'on fait souvent avec Django. Donc, lorsque je charge uniquement les publications, je veux que le chargement soit par reçu. Donc, qu'il ne puisse pas charger les éléments de la table catégorie ou bien utilisateur sans que je n'ai vraiment besoin de ces éléments-là. C'est ça qu'on appelle lazy, le load lazy. D'accord? Donc, je veux dire que j'aurai mon fetch type comme ceci là. Fetch type, je prends lazy. Quand vous prenez eager, ça veut dire que quand on charge les publications, il va directement il va charger tous les éléments des catégories. Et quand on charge user, il charge également. Quand on charge post, il charge également tous les éléments de user. Je reprends. Quand vous prenez eager, quand vous chargez publication, post, il charge tout ce qui est dans user ou bien dans catégorie. Ça, c'est eager. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Là, c'est un problème de performance. Là, je vais venir là, je fais la même chose. Minute one, je peux copier ça directement. Et mais là, ça va aussi faire un lazy load ici là. Voilà. C'est nickel. Je viens de définir mon entité avec quelques éléments qui vont me permettre de pouvoir bien le faire. Maintenant, comme j'ai défini l'entité, je peux faire le commit. D'accord? J'ai commencé ceci sans d'abord finir avec l'autre là. Là, c'est pas une bonne pratique, les gars. D'accord? C'est pas une bonne pratique. Je devais d'abord finir avec les exceptions. Comme je termine les exceptions, j'ai créé une nouvelle branche maintenant pour commencer à travailler avec les publications. C'est comme ça qu'on fait. Mais j'ai carrément oublié, j'ai carrément zappé. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais venir au niveau de mon repository, créer donc, faire donc un post repository comme ceci pour Java qui sera une interface et dans cette interface je vais faire un extend de JPA repository et l'objet que je mets ici c'est quoi? Je mets post. Ça c'est l'objet que je dois mettre. Je dois l'importer. Il vient depuis bloc entity, c'est bon. Et sa clé et son type de sa clé primaire c'est un integer. Voilà, c'est nickel. Maintenant, est-ce qu'il y a des méthodes que j'aimerais personnaliser au niveau d'ici? Bien sûr, parce que certes, celui-ci est déjà carrément bien fait et on peut même parfois dire que c'est même suffisant pour ce que nous voulons faire, mais il est encore possible pour nous d'ajouter quelques 2 ou 3 éléments pour le rendre un peu plus top. D'accord? Donc ici, j'ai d'abord laissé l'utilisation des tags, même s'il était important de le mettre, d'accord? Même si je juge important de mettre les tags, bon, je pense que nous pouvons directement mettre les tags pour ne plus revenir trop dessus. Donc, on va mettre un certain nombre de choses pour ne plus revenir dessus. Mais je n'ai pas tenu compte de la performance au niveau de l'élaboration de notre projet actuellement parce que j'aimerais déjà faire les tests de performance avec ce que nous avons fait. Et après, nous allons voir comment optimiser l'API au fur et à mesure pour pouvoir obtenir de très bonnes performances. D'accord? Donc, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est dire que lorsqu'on va créer une publication, on peut avoir besoin de mettre, on peut avoir besoin des tags. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On crée une publication, on ajoute directement les tags, un peu comme ce qu'on fait. Désolé. Un peu comme ce qu'on fait généralement au niveau de YouTube. Donc, je vais faire quoi? Je cache la hausse ici. Je vais créer une entité ici qui s'appelle tag. Voilà. Pour Java. C'est nickel. Bon. Ici, je mets arrobase entity. D'abord comme ça. Après, je mets arrobase table. Et je mets le name qui sera là. Tag. Voilà. Maintenant, dans tag,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que au niveau des posts, j'ai mis le nom? J'avais pas mis. J'ai mis table, mais je n'ai pas mis le nom. Je me rappelais pas avoir mis quelque chose. Voilà, post. Voilà, au niveau des tags, je vais mettre tag comme ceci. C'est bien. Maintenant, je vais faire un private. Désolé. Private au niveau d'ici. Integer. Tag ID. Voilà. Je fais private. Maintenant, quels sont les éléments que nous pouvons avoir au niveau du tag? C'est un peu ça. On sait que le tag doit jamais avoir un nom. Et je pense que c'est même tout. Sauf si à votre niveau, vous voulez ajouter quelque chose pour rendre ça un peu plus nice. Mais moi, je vais m'arrêter au niveau du nom. D'accord? Et je veux dire que le nom n'a pas besoin d'être unique. Si un nom existe déjà, on va juste retravailler ça pour rendre ça un peu plus nice, quoi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut créer une table de jointure au niveau du tag? Bon, voilà. Oui, c'est nickel ici là. Bon, je réfléchis là, le moyen le plus facile de pouvoir gérer ça. Le moyen le plus facile de pouvoir gérer ça. Bon, lorsqu'on va créer une publication, on peut se dire que on crée le tag avant de créer la publication. Je pense que ça peut aussi être top, les gars. Ça peut aussi être top. Oui, je pense que ça peut être une bonne approche aussi. Oui. Bon, on va d'abord créer la publication avant de créer le tag. Donc, travaillons d'abord avec la publication simple sans toutefois tenir compte de la partie tag. D'accord? Parce que ce n'est même pas, on peut dire que ce n'est même pas urgent. Mais après, on verra comment travailler les DTO pour pouvoir obtenir la publication directement ici. Ou bien on pourra utiliser ce qu'on appelle la relation inverse. Parce que la relation entre publication, entre post et tag, c'est une relation many-to-many. Et nous pouvons définir ça comme deux relations. Comme nous pouvons définir ça comme deux relations many-to-one. Ou bien on peut définir ça comme des relations many-to-many. Donc ce sera à nous de voir. Mais je pense que ça peut être une relation many-to-many simple parce qu'il n'y a pas de trucs supplémentaires. Donc, je vais venir au niveau des post repository. C'est là-bas que nous allons commencer à ajouter la totalité de nos éléments. D'accord? Donc, tout à fait. Ici, voilà, c'est nickel. Pour l'instant, on va laisser ainsi. Mais on va ajouter les éléments. D'accord? Maintenant, je viens au niveau de mon DTO. Je viens au niveau de mon DTO. DTO, il est où? Il est là. D'accord? Donc, je vais dire que ici, j'aurai un post request ou bien je peux juste dire un post DTO. D'accord? Je travaille avec catégorie request et catégorie response. Je peux dire que j'aurai un post DTO comme ceci. Voilà. Je travaille avec ça. Ou bien je peux travailler la requête et la réponse. Bon, là, j'hésite entre les deux, mais ça va plutôt bien marcher. Bon, disons que je vais dire post DTO comme ceci là. J'ai montré comment utiliser deux DTO pour travailler sur le même domaine. Je montre comment utiliser un CDTO pour travailler sur un domaine. Voilà. Ce sera une classe. Voilà. Je vais dire que je vais mettre arrobase data là. Oui. Et puis je vais mettre là all are constructor. Je mets là no argument constructor. Et je mets arrobase builder. Comme ceci. Comme élément, je vais mettre private. Private. D'accord. Ici, je vais mettre un integer. Post underscore post ID comme ceci là. Est-ce que c'est ça que j'ai mis au niveau de l'entité? Je pense pas. C'est bon. C'est ça que j'ai mis au niveau de l'entité. Donc, je retourne au niveau des posts DTO et je vais mettre son. Je vais mettre directement le title string. Voilà.
Et dans ce string, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre arrobas note nul, note null ou bien note blanc, un truc comme ceci, note blanc, pour dire que il ne doit pas être blanc. Ici, je mets message title must be set. Voilà. Je n'ai pas mis au niveau du post ID parce que lorsqu'on veut créer une ressource dans la base de données, on n'a pas besoin de préciser l'ID. Et étant donné que j'utilise un seul DTO, ça veut dire qu'au moment de la récupération, j'aurai besoin de celui-ci. Mais à l'entrée, je n'ai pas besoin de lui. Ça veut dire que je ne mets rien. Tout ce que j'ai donc besoin à l'entrée, je dois automatiquement mettre quelque chose. Voilà. Et mais ici là, private. Private, je mets string. Voilà. Content. Je mets aussi arrobas, c'est ici. Content must be net, must be set. Voilà. Je peux également créer les constantes pour ça. Ici, je mets content. Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? J'avais besoin des content. Bon, laissez-moi tricher ce que j'avais mis ici. Post content, le statut. Oui. On a besoin du statut. Maintenant, c'est ici que je bandit voiture l'acteur. Maintenant, pour récupérer ou bien pour afficher, je peux afficher le statut sous forme d'énumération, ça marche. Mais pour récupérer, je ne peux pas le récupérer. Donc, je suis obligé de le transformer en chaîne de caractères string et status. Voilà. Et le statut est également obligatoire à l'entrée. Ou bien, s'il n'est pas obligatoire, le statut par défaut, c'est draft. Donc, on n'a même pas besoin de dire qu'il est obligatoire. Voilà un compromis. Publish it at, on n'a pas besoin aussi. Create it, update it. Ce sont des éléments qui sont disponibles. Catégorie ID et author ID. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de se dire que au niveau des catégories ID, j'ai un private ici. Voilà. Catégorie ID est du type integer. Catégorie est du type integer. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais récupérer ça comme ceci, la catégorie. Catégorie ID. Voilà. Ou bien je peux récupérer catégorie ID ici là dans l'URL. Parce que pour créer une ressource, on va créer en fonction d'une catégorie. Donc, je peux récupérer ça dans l'URL. Mais je vais quand même laisser ici là. Ici là, j'avais mis un UUID pour récupérer ce qui vient d'ici. UUID, ça va faire user ID. Maintenant, le problème avec ça, c'est que au moment d'afficher, il va afficher juste l'ID de la catégorie. Alors que j'aurais aimé afficher le nom de la catégorie au moins l'ID de la catégorie au moment de l'affichage. Donc, je vais me voir obligé, pour faire les choses bien, pour vous apprendre les bons trucs, je me vois obligé de séparer ça en deux. D'accord? Ou bien de surcharger ça. Donc, je peux également le surcharger. Donc, j'ai la catégorie pour récupérer et l'autre pour renvoyer tout ça dans le même DTO. D'accord? Mais je pense que le surcharger sera mieux. Donc, je vais mettre post request pour post request pour Java. Et puis, je vais copier tout ce qui est à l'intérieur ici. Post request. Post request. Ouais, ça. Post request. Voilà. Je vais mettre ça ici à l'intérieur. Pas besoin de celui-ci. Besoin de ça. Celui-ci, on a dit qu'il n'était pas obligé, mais je vais quand même le laisser. Catégorie ID, il est obligé. Je mets arrobase note blanc. Voilà. Je vais mettre catégorie must be set. Catégorie ID must be set. Catégorie ID must be set. Où est-ce que j'ai fait l'erreur?
Où est-ce que j'ai fait l'erreur? Ah, message. Voilà. Maintenant, c'est user ID must be set. Voilà. C'est nickel. Maintenant, je vais venir au niveau d'ici. Gérer donc pour la réponse. Je modifie juste celui-ci. Je mets réponse. Erreur. Cames case pas bien respecté. Voilà. Je renomme le fichier. Est-ce que le fichier a été renommé? Rename file. Le fichier MTTU. Je vais le renommer là. Rename. Post response. Bon, c'est plutôt bien. Au niveau de la réponse, on n'a pas besoin de validation. Spring validation ne sert plus à rien ici. Maintenant, au niveau d'ici, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau de l'entité. Bon, je vais venir au niveau d'ici là, créer ce qu'on appelle les payloads. Les payloads sont un peu comme les contenus ou bien les ajustements que j'ai envie de faire. Mais c'est pas obligé. Donc, je vais dire que au niveau d'ici, je vais donc créer, ou bien les modèles. Disons que je vais créer les modèles. Voilà. Dans ce modèle, j'aurai quoi? Simple catégorie response pour Java. Apparemment, j'ai pas bien mis Java. Pour Java. Classe. Voilà. Ici, qu'est-ce que je mets? Ou je peux utiliser juste un record. Voilà. Ici, je mets ça comme ceci. Private integer. Integer post. Cette catégorie. Je fais, il y a trop d'erreurs. Apparemment, je suis fatigué. Catégorie. ID. Ici, je veux mettre string. Name. Voilà. Catégorie ID string name. Voilà, c'est nickel. Son rôle, c'est quoi? C'est de simplifier le DTO. Parce que si je veux renvoyer le DTO ici, je vais renvoyer plusieurs trucs. Donc, si je veux renvoyer DTO, ici, je vais renvoyer plusieurs éléments. Réponse. D'accord? Donc, il va renvoyer tout ça. Renvoyer tout ça. Alors que je n'ai pas besoin de la description. Peut-être je n'ai pas besoin du parent ID. Je veux juste afficher, parce que je suis en train d'afficher la publication, je veux juste afficher un peu quelques informations pour savoir sur quelle catégorie est-ce que nous trouvons. Donc j'ai besoin de son ID et j'ai également besoin de son parent ID ici là. Donc raison pour laquelle j'ai donc créé un petit modèle pour pouvoir simplifier l'affichage là. Donc c'est un peu une pratique qui est très courante et que vous pouvez également adopter pour avoir de très bons résultats les gars. Donc je fais ça, ici c'est catégorie ID name, c'est bon. Maintenant je vais revenir au niveau de ma réponse. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de renvoyer ça au niveau de ma réponse, je vais juste dire que j'aurai un simple catégorie. Réponse. Voilà. Je fais la même chose au niveau des... Je suis où? Je suis ici. Voilà, c'est bon. Je reviens au niveau de mon modèle. Je vais faire la même chose pour user. Je vais dire que j'aurai un simple user response pour Java. Je vais open un record. Dans mon record, qu'est-ce que je fais? J'aurai UID. Voilà. Et ce sera user ID. Et là maintenant, j'aurai peut-être dans user ID, j'avais quoi? L'email. Je vais utiliser plutôt l'email. C'est ce que je connais pour l'instant. Je crois que les deux informations là doivent suffire. Ou bien le nom de l'utilisateur, ou bien disons l'email. Voilà ce que j'ai au niveau des simple user response.
je viens au niveau de mon post response. Ici, c'est plutôt auto. Voilà. Et simple user response. Voilà. C'est nickel. Est-ce qu'il est importé? Pas encore. Import. Voilà. Il devrait également importer. Je ne sais pas pourquoi il est extrêmement lent pour importer certains éléments. On n'a pas besoin de celui-ci dans la réponse. Simple user response comme ceci. C'est nickel. Waouh. Sacré VS Code. Il importe la même chose deux fois. Sacré VS Code. Bon, les gars, c'est bon. Voilà le DTO que nous avons défini. Donc, ça veut dire que on peut commencer déjà par travailler. Donc, je vais venir au niveau de mon service, ici. Je vais définir dans mon service. Je vais dire que j'aurai un post service pour Java qui sera une interface. Voilà, interface. Je vais dire que je vais afficher la liste des... En fait, je vais afficher... Il faut récupérer une publication. Donc, je vais dire que j'ai post response qui sera get post detail ou bien get post comme ceci. Et dans ce get post, il prend quoi en paramètre? Il prend un integer. Je peux mettre une comme ceci là, qui est mon post ID. C'est bon. Je peux dire que void delete post. Voilà. Il prend post et catégorie également. J'ai oublié catégorie. Et catégorie ID. Voilà. Je mets la même chose au niveau d'ici. Copie, je colle. Pour récupérer une catégorie. Maintenant, au niveau d'ici, je vais dire que j'aurai besoin d'une liste de posts. Je mets d'abord ça, mais c'est pas bon. Étant donné qu'on a déjà vu comment gérer la liste ici, je pense qu'il est directement mieux de passer par la bonne pratique que de venir faire des choses qui ne sont pas ça. D'accord? Donc, je vais venir ici, au niveau du DTO, ou bien au niveau du modèle, je peux dire DTO. Je vais dire que je vais faire pget response pour Java. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si vous avez 1 million de posts, lorsque vous allez faire une requête, vous aurez 1 million d'éléments au niveau de la base de données qui est retournée. Et ce n'est pas ce que vous voulez. D'accord? Ça va ralentir l'application. Donc, ça veut dire que pour une seule requête, vous allez attendre pour longtemps. Maintenant, pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle la pagination. D'accord? Donc, je suis en train de vous la paginer dans ma requête. Donc, je vais venir au niveau d'ici. Je vais dire que PG Response sera un type générique parce qu'il peut être utilisé partout. Il peut être utilisé sur les publications, il peut être utilisé sur les commentaires, ainsi de suite. Donc, je dis que ce sera dans un type générique. S'il devait être utilisé uniquement sur les publications, je vais juste dire que peut-être post PG Response, là, je ne dois pas passer mon temps à préciser le type générique ici là. Maintenant, étant donné que j'ai mis un type générique, ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai? J'aurais besoin de définir un attribut privé, private. Là, je vais dire que ce sera du type T et qui va s'appeler content, qui est le contenu. Donc, nous aurons besoin content. Maintenant, en dehors des content, j'ai besoin d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, savoir quelle est la page courante, quel est l'élément que je veux afficher actuellement. Donc, j'ai besoin quelle est la taille de la page. En fait, ce sont les éléments, les limites
C'est les éléments que nous devons absolument avoir lorsque nous voulons définir un truc pareil. Donc, je vais dire que en deuxième paramètre, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin d'un entier pour savoir quelle est la page courante, page. J'aurais besoin également d'un entier, la taille, size. Ceci est déjà suffisant. Mais nous pouvons rajouter encore des choses pour rendre ça plus intéressant. Je vais dire private. On peut également regarder quelle est la taille de l'élément. Total element. Voilà. Private. In. Voilà. On peut aussi dire que c'est un in. On peut dire total page. Nombre total de pages. Ça peut être intéressant pour travailler avec React. Ou bien, bon, avec un front-end autant pour moi. Pourquoi j'aime trop dire React comme ça. Ou bien on peut dire private aussi. Pour savoir si c'est la dernière page ou pas. On va dire boolean comme ceci. Is last. Et on peut dire si c'est la première page. Private boolean is first. Bon, voilà quelques éléments que nous pouvons définir comme un type générique et ça va nous plaire. Ici, là, j'ai oublié, c'est une liste. Quand je mets comme ça, c'est pas bon. Ça doit être une liste d'éléments. Voilà, voilà. C'est nickel, les gars. D'accord. Voilà. Maintenant, ici, je mets arrobas data pour valider les secteurs. Ici, je vais mettre all are constructor. Je vais mettre no are constructor. Mais c'est ça une chose qui ne doit pas être no are constructor. Je ne sais même pas quoi il sert parce que je ne vais même pas l'utiliser. Je vais juste utiliser builder qui sera le plus utilisé ici là. Voilà. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. J'ai défini notre budget de réponse. Je viens donc au niveau de mon DTO, de mon service, autant pour moi. Je dis donc au niveau de mon post service, pour récupérer la liste, je vais dire que je vais envoyer une page. Je vais appeler budget response. C'est ça que je veux récupérer. Ici, je veux récupérer quoi? Une liste sera, type générique sera quoi? Post. Maintenant, étant donné que je veux récupérer, ça veut dire get all post. Voilà. Maintenant, je dois définir donc en fait, les éléments tels que in, page. Donc, je commence d'abord par la catégorie. Oui. Catégorie. Parce que, bon, on peut retourner toutes les publications qui ne sont pas liées à une catégorie. Donc, je peux omettre la catégorie comme ceci. Là. Après, on peut dire get post by catégorie. Là, ça peut aussi être intéressant. Donc, je mets in page comme ceci. Après, je fais un in size comme ceci là. D'accord. Et je pense que ça peut être intéressant comme ça. Après, je fais la même chose. Maintenant, get post by catégorie. D'accord. Et ici maintenant, au début, je mets maintenant in catégorie. Voilà, c'est nickel. Après ça, je peux dire create. Bon, ici, on peut choisir, on va toujours renvoyer l'ID ou on peut renvoyer un retour. Bon, on va toujours renvoyer l'ID pour être plus facile. Integer. Ou je peux juste dire in comme ceci là. Ici, je veux dire create post. Ça prend catégorie ID. Voilà. Et ça prend donc post request. Post request. Post request, je vais mettre ça comme c'est request. Voilà. Pour la mise à jour, update post. Voilà. Et
il prend l'ID in post ID. On doit savoir ce qu'on met à jour. Oui, les gars, c'est nickel. Voilà. Voilà l'ensemble d'éléments que nous avons. Et puis, nous allons voir comment travailler avec ceci là. Je crois que c'est suffisant pour faire une démonstration des forces. Ce que nous connaissons avec Spring Boot. Maintenant, nous allons venir implémenter. On va dire que nous aurons quoi? Nous aurons un post service implement pour Java. Voilà, post service implement pour Java. Je vais donc dire que j'implémente mon service, mon post service comme ceci. Voilà. Et je veux override toutes les méthodes là. Voilà. Maintenant, pour l'instant, nous devons créer dans la publication. Maintenant, pour créer la publication, on doit d'abord vérifier si catégorie ici. Je vais d'abord vérifier si la catégorie ici c'est d'abord un nombre d'abord. Parce que il faut d'abord vérifier si la catégorie existe ou bien si c'est un nombre. Donc on peut venir définir une méthode privée ici là. On peut l'appeler private qui va dire quoi? Boolean. Boolean. Voilà. On peut vérifier si la clé primaire est bonne ou pas. Parce que c'est une possibilité. Parce que vous pouvez travailler avec peut-être une clé primaire qui est inférieure à 0. Là, il doit avoir un problème. Parce que la clé primaire, en général, on sait que la clé primaire n'est pas inférieure à 0. Et si la clé primaire soit inférieure à 0, ça veut dire que vous avez un problème au niveau de votre code. D'accord? Donc, au lieu même de retourner un élément comme ça, je vais plutôt lever une exception aussi. Ça peut aussi être bien. Je vais dire void. Parce que comme je n'ai pas préparé la formation à l'avance, donc il y a des trucs que... Bon, en fait, il y a des trucs qui me posent un peu problème. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut faire ça par ici? Ou bien... Bon, pour l'instant, laissons un peu ça. Ne nous compliquons pas la vie. Venons un peu ici. Je vais dire d'abord object. J'importe pour require not null. Voilà. Je sais que j'ai vérifié ça au niveau des machins. Je sais que j'ai vérifié ça au niveau de mon DTO, mais j'ai revérifié encore. Catégorie ID must not be null. Ça ne doit pas être nul. Catégorie ID doit pas être nul. C'est bon. Une première vérification. Maintenant, je vérifie maintenant si la catégorie existe là-bas donnée. Là, je dois vérifier si celui-ci n'est pas nul. Maintenant, je dois vérifier si la catégorie existe au niveau de la base des données. Je vais dire que j'aurai quoi? Catégorie, d'accord, qui vient d'ici. Je l'appelle catégorie. C'est égal à quoi? Catégorie repository. Bon, je dois venir l'importer avec IntelliJ. Il le fait automatiquement. Il comprend ce que tu es en train de faire. Je vais dire que j'aurai un private. Là, final. Catégorie repository. Catégorie repository. Voilà. Maintenant, je peux faire l'injection de dépendance. Add constructor. Add parameter to constructor. Voilà. Je fais l'injection de dépendance via le constructeur. Comme il est tellement maladroit, étant ainsi, il le fait en haut au lieu de le faire en bas. Voilà. C'est nickel. Je viens maintenant, il dit catégorie repository pour get find, tant pour moi, find by ID. Maintenant, je passe l'ID. Ou bien, s'il n'y a pas l'ID, je vais faire or else
throw new exception. Donc ici je vais dire new not found API exception. Ici je mets post comme ceci. Est-ce qu'il va trouver? Non, il ne doit pas trouver. Je commence avec app const. Là il va trouver app constant pour post. Voilà. Et puis au niveau d'ici, je vais dire id app constant pour a. Ici c'est plutôt catégorie, autant pour moi parce que je suis en train de chercher la catégorie. id not found. Je mets dans la valeur qui sera catégorie id. Voilà, c'est bon. Au niveau d'ici, ceci prend une lambda, une lambda fonction, raison pour laquelle je vois des erreurs. Là, c'est bon. Nous n'avons plus de problème à ce niveau. Nous allons récupérer la catégorie. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons donc sauvegarder ça au niveau de la base de données. Si la catégorie existe, on va sauvegarder la base de données. Mais si elle n'existe pas, on lève une exception. Voilà ce que nous venons de faire. Maintenant, on va considérer que la catégorie existe. Il faut maintenant sauvegarder. Donc, on va faire quoi? On va dire que nous aurons save it va save it post sera égal à quoi? Maintenant, au niveau d'ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire, je dois importer post private final post catégorie post repository, tant pour moi, repository post repository. Voilà. Ici, oui, je dois faire l'injection de dépendance. Add constructor parameters, c'est bon. Je dois faire post repository pour save. Je dois sauvegarder. Maintenant, ce que je dois sauvegarder doit être du type post. Mais je n'ai rien du type post. J'ai plutôt du type post. Il est où? J'ai plutôt du type post request. Donc je dois donc mapper les données. Pour le mapper, qu'est-ce que je fais? Je dois aller au niveau de mon mappers. Je crée dans le mappers pour ça. Rien n'est bien compliqué. Je vais dire que post catégorie post mapper. Mais je suis vraiment fatigué. Pour Java. Je définis donc ça étant comme un component. Voilà. Maintenant, je vais dire que j'aurai un public. Ici, là, je vais dire post response post. Voilà. Post comme ceci. Je vais dire to entity. Et à l'intérieur, je vais prendre maintenant le DTO. Post request comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Étant donné que je pars vers post, je veux dire que j'aurai un post comme ceci. Vous pouvez mettre var ici derrière, ça dépend de vous. Ça sera égal à quoi? Un post pour build. Le build s'il vient parce que j'ai mis le pattern build. Parce que j'ai mis le pattern build au niveau des posts. Si je vais au niveau des posts, vous allez voir le pattern builder que j'ai mis. C'est un design pattern. Donc, il permet de construire un élément au fur et à mesure. Maintenant, au niveau d'ici, qu'est-ce que je fais? Post point. Qu'est-ce que j'ai besoin pour sauvegarder? J'ai besoin de l'auteur, j'ai besoin du content et j'ai également besoin. Et en fait, j'ai aussi besoin des. J'ai besoin de content et
du title. Je vais dire post.title. Post.title. Pourquoi je n'ai pas le... Ah, c'est it title. Mais c'est là que qu'est-ce qui se passe pour get request.get. Oui, je n'ai pas mis des détails là. Data builder. Je crois que ceux-là sont largement suffisants. Maintenant, je viens au niveau d'ici. Je dis pour get title. Voilà. Content. Correspond. Get content. Post pour status. Maintenant, pour le statut, ça pose un peu un problème. Parce que au niveau d'ici, nous avons le statut que celui-ci attend. Que pour attend, c'est un petit peu c'est status, mais à l'entrée, nous avons un petit peu string. D'accord? Si je dis que j'ai un request, désolé, si je dis que j'ai un request là, request pour get status, il va dire qu'il y a l'erreur au niveau des types. Donc je dois arranger ça. D'accord? Donc je dois arranger ça. Pour le ranger, rien de plus simple. Rien de plus simple. D'accord? Je vais dire que je post status là. D'accord? Pour value of. Donc, il fait value of. Je remets dans l'entier. Par value of, on va prendre une chaîne de caractères. Donc, je mets dans la chaîne de caractères à l'entrée. Je mets la chaîne de caractères qui est request. La chaîne de caractères, c'est ce qui est pris au niveau du code. Je mets dans request pour get status. Voilà ça qui marche. Ça, c'est la mesure où vous avez rempli. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas rempli? Là, ça devient un problème. Si vous n'avez pas rempli, ça devient un problème. Donc, je vais donc dire ça. Et en plus, je vais faire pour tout uppercase. Tout uppercase. Parce que tout est en majuscule. Là, c'est bon. Maintenant, je vais dire que celui-ci va se passer dans la mesure où vous avez tout rempli. Donc, je vais définir une structure conditionnelle. Je reviens à la ligne pour rendre ça un peu plus court. Voilà. Je vais dire que dans la mesure, celui-ci, c'est dans la mesure, celui-ci doit exister si, attendez, je dois bien me retrouver. Voilà. C'est bon. Je me suis retrouvé. Celui-ci doit se passer dans la mesure où request, voilà, pour get status existe. Sinon, si il n'existe pas, n'est pas null. Est différent. Différent, mais oui, est différent de null. Voilà. Sinon, on fait quoi? On prend la valeur par défaut. Post status pour draft. Oui. Voilà ce qui doit être fait techniquement. Pour draft, type statut, incompatible, backtable, condition expression. Boolean en autre convert pour status. Bon. Dans la mesure où si celui-ci. Ah, les gars, là, carrément, l'homme est en train de faire du Python là. Voilà. Carrément, l'homme est en train de faire du Python. Et puis, c'est un peu ça l'inconvénient de faire plusieurs langages de programmation. Par moment, il peut arriver que on s'égare. Voilà. Je fais ça comme ça. Voilà.
peut arriver que on peut s'égarer. Les gars, c'est nickel. Bon, j'ai géré pour le statut. Donc, j'ai dit donc ceci. Si le statut qui est ici est nul, donc si on n'a rien rempli ici, si on a rempli, donc si c'est différent de nul, voilà ce que tu dois faire. Mais si on n'a pas rempli, tu prends la valeur par défaut et tu nous le retournes. D'accord? Donc, c'est un peu ça, post-status. Maintenant, je vais définir point. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets dans la catégorie. Est-ce que j'ai content created at? Bon, created at, on s'en fout. Il sera généré automatiquement. Pour l'autre également, il sera géré automatiquement lorsqu'on va taper sur publier. Donc, on le laisse comme cela. Donc, published at, on le laisse comme ça. Maintenant, j'ai catégorie. Catégorie, je vois certaines personnes gérer ça comment. Ils viennent ici, ils vont définir donc catégorie. Tac, ils vont écrire donc catégorie. Bon, je vais écrire ça avec vous. Ils vont faire un truc comme ceci là. Catégorie. Catégorie comme ceci. Voilà. New. Catégorie. Ah, j'ai pas pris catégorie sur le bon endroit. Catégorie comme ceci. Voilà. Catégorie, c'est égal à new. Catégorie. Voilà un truc qu'ils vont faire. Et après, ils vont faire une catégorie pour cet ID qu'ils vont récupérer depuis le repository. Moi, je n'encourage pas ça. Le moyen le plus simple de faire ça, le moyen le plus simple et que moi je recommande, c'est quoi? Vous avez déjà récupéré catégorie au niveau du service. Pourquoi faire deux requêtes au niveau de la base de données pour récupérer une catégorie? Parce que vous avez déjà récupéré catégorie au niveau du service. Voilà, service implement. Vous avez récupéré catégorie à ce niveau-ci là. Il est là. Vous l'avez récupéré. Pourquoi ne pas l'utiliser directement au lieu de récupérer ici parce que vous avez récupéré ici là pour vérifier. Pourquoi le récupérer après pour retravailler encore avec alors que vous l'avez déjà fait? Donc le moyen le plus simple, c'est quoi? C'est de réutiliser ça. D'accord? Et pour réutiliser, rien de plus simple, vous venez juste au niveau du mappers là. Pose mappers. Et ici, vous achetez un nouveau paramètre qui est un petit peu catégorie comme ceci, qui vient depuis ici. Vous mettez catégorie, voilà. Et puis même l'utilisateur, vous le passez là. Vous passez custom user là. Et puis vous mettez le user là. Les gars, c'est terminé. Maintenant, vous mettez au niveau d'ici pour user, auto. Et le auto, vous chargez user. Maintenant, étant donné que vous avez fait ça, vous faites donc point build. Vous mettez le point virgule là. Là, vous avez buildé. Maintenant, il faut retourner. Si vous avez oublié un élément, vous pouvez venir remettre ça plus tard. C'est ça qui est ça l'avantage des points build. Il ne vous oblige pas à faire des choses au fait, il ne vous oblige pas à renseigner tout. Vous renseignez au fur et à mesure. Maintenant, qu'est-ce que je veux retourner? Je dois retourner un post comme ceci là. Les gars, c'est nickel. Voilà ça que vous venez de gérer le mappers. On va même gérer le mappers de sortie également. Ou bien, maintenant, on va créer notre élément et puis on va gérer le mapper de sortie. Maintenant, il vient donc faire l'ingestion de dépendance au niveau du mapper. Je vais dire que j'aurai un private là. Final post mapper. Et dans post mapper, qu'est-ce que je fais? Je vais dire que je vais l'appeler post mapper comme ceci là. Et je vais faire l'injection via le constructeur add import. Je l'importe d'abord. Et après l'avoir importé, je vais dire que add constructor paramètre, où est ça? Action. Wow, je le vois même plus. Post final, post mapper, post mapper. Je dois l'acheter manuellement. Catégorie repository. Pourquoi? Pourquoi je dis ça de cette manière? Voilà. Ici, je veux dire que j'aurai post
ma passe, post ma passe comme ceci. Ici là, je lui dis que j'ai indice pour post ma passe qui sera là, post ma passe. Voilà. Je vais faire l'injection de dépendance, rien de bien compliqué. Je vais venir ici là. Je dis que save une post, ça égale à quoi? Avant de sauvegarder le post, je dois d'abord le mapper. Donc, je vais dire que j'aurai va post sera égal à quoi? Je vais dire que j'aurai post mapper point map to entity. Voilà. Je mets la requête là, je mets la catégorie, je mets le user. Tout est nickel. Je viens de mapper catégorie user. Voilà, je n'ai pas le user. Étant donné que pour l'instant, je n'ai pas encore un vrai user au niveau de ma base de données, bon, où je n'ai encore rien défini comme user, donc je vais un peu tricher d'abord, juste pour que les choses marchent. Custom user, voilà, qui est user, c'est égal à new custom user, comme ceci. Je fais d'abord ça en attendant, et après je vais faire un save post. Voilà, c'est nickel. Dès que j'ai sauvegardé, je vais maintenant dire que je dois maintenant retourner ça à l'utilisateur. Donc, je vais donc dire que je vais faire un return. Donc, je classe ça comme ceci. Je fais donc un return des quoi. Je vais dire que je fais un post mappa pour map2. Je n'ai pas encore construit. Je peux pas le concevoir. Maintenant, retourner sans détour. Ah, ici là, je dois juste retourner l'ID. Donc, c'est rien de plus simple. Pas besoin de mapper. Save it. Post pour get post ID. Voilà, c'est nickel. Voilà ce que je viens de faire au niveau des créer publication. Je dois faire la même chose au niveau des updates. Maintenant, au niveau des updates, je récupère déjà ceci. Il doit également m'aider. D'accord. Je récupère également le user. Il doit également m'aider. Voilà. Étant donné qu'il n'y a pas encore la gestion des rôles, on va se dire que tout le monde peut récupérer, tout le monde peut modifier la publication. C'est d'abord ça. Mais on va refactoriser le code plus tard. Maintenant, ici, je dois également vérifier donc si post ID existe aussi. Donc, je vais dire que j'aurai post comme ceci là. Existing post. Existing post, ça égale à quoi? Post repository pour get find, autant pour moi, find post by ID. Voilà. Tant que j'ai un find post by ID, qu'est-ce que je fais? Je dois donc passer l'ID ici là, qui est notre post ID. Dans la mesure où il y a une exception, la DL ici doit m'aider. D'accord? Donc, je fais ceci. Voilà. Et ici, au lieu de app const, je vais plutôt mettre post comme ceci là. Ici, là, je mets post ID. Post ID. Voilà. Post ID, c'est bon. Maintenant, je dois non faire le mapper. Je récupère également la ligne ici. Je convertis également ça en voilà. Maintenant, je dis que post que je vais convertir là pour set ID. Set post ID. Et dans le set post ID là, qu'est-ce que je mets? Je mets sur le post ID ici. Étant donné que je vérifie que c'est pas nul, je le vérifie ici. Post ID. D'accord. Ici là, je mets post. Voilà.
ou bien je mets le existing post là pour être sûr que existing post pour get post ID. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je dois donc le sauvegarder. Donc, je copie encore ceci. Finalement, ce ne sont que des copies. Je copie encore ceci. Et puis, je veux le mettre là. Les gars, c'est nickel. Je viens de gérer comme ça la mise à jour de la publication. Maintenant, je dois récupérer la publication. Étant donné que je dois convertir en post-response, je viens d'avoir au niveau de mon mappers. Je veux monter une nouvelle manière de faire. Je viens là, mappers. Alors, c'est catégorie. Je veux dire que c'est une méthode publique. Et dans cette méthode publique, j'aurai quoi? Post response. Voilà. To DTO. Maintenant, je prends l'entité post comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais faire un return de post response pour je dois l'importer. Voilà. Post response pour builder. Je reprends l'ID. Post ID. Ça sera quoi? Post.get post ID. Maintenant, title sera la post.get title pour content. Post.get content pour get auto. Post auto. Maintenant, au niveau de auto, si je mets un post auto, ça va marcher. Get auto, ça va marcher parce qu'il y a une différence au niveau des types. Donc, je dois mapper ça encore. D'accord? Pour le mapper, je peux aller plus simplement, comme ceci là, en créant une instance, mais il faut mapper ça pour, à l'avenir, ne pas trop réécrire le code. Donc, je vais dire new, simple, post, simple user response. Ici, je mets quoi? Post pour get auto, get user, get auto pour je vérifie auto du type custom user. Ça veut dire qu'il n'y a pas de getter et d'initiateur quoi. Je viens un peu au niveau du custom user. Ouais, il n'y a pas de getter ou d'initiateur. Getter and setter. Voilà. C'est vrai que VS Code me fait souvent de coups durs, mais là c'était clair. Get user ID. Voilà. Et email. J'ai l'impression qu'il n'y a pas email là. Private string email. Column. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre nullable false et unique true. Je mets d'abord comme ceci. Je vais vous montrer comment faire ça comme les pros plus tard. Je viens là. Ici, je vais mettre
post get author, où je vais le construire ici là. C'est mieux ici. Je vais dire que j'aurai un author. Dans ce author, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre un new simple user response. Voilà. Qui sera quoi? New simple user response. Ah oui. C'est un record. Il prend directement ces arguments ici là. Je me souviens plus que j'avais fait cette forme de record. Maintenant, comme c'est record, il doit mettre les arguments directement en paramètre. Donc, je vais mettre là post.getAuthor.getUserID et post.getAuthor.getEmail. Voilà. Je viens donc au niveau d'ici pour le simplifier. Pour simplifier la lisibilité. Qu'est-ce que je mets là? Je mets directement mon author. Voilà. Et puis, comme j'ai mis author, je mets point là. Oui, point. Title et title. On dit qu'il y a un problème au niveau des... Bon, je débug d'abord. Il prend le type string. Ouais, tout ça, c'est la cache. C'est le cache. Je me rappelle pas à quel moment. Simple user response. Post response. C'est bien ce qu'il y a là. Maintenant, il doit juste me rassurer que j'ai importé l'élément au bon endroit. Oui, voilà, ça c'est au bon endroit. Bon, comme auto semble déranger, je vais aller avec catégorie directement. Post pour catégorie ID. Ici, il n'est pas censé être catégorie ID, c'est catégorie simplement. Et puis, je reviens au niveau du mapper. Voilà, catégorie. Et dans catégorie, donc, je dois construire la catégorie. Donc, je vais dire que va. Catégorie, c'est là. New catégorie. Et dans new catégorie, qu'est-ce que je mets? Je dois mettre les éléments dont j'ai besoin. Non, new simple catégorie response. Voilà. Catégorie ID vient de post.get
catégorie.get catégorie ID, et ici là j'aurai un post pour get catégorie pour get catégorie name, get catégorie ID, get name autant pour moi, get voilà les deux éléments. Techniquement, il est censé marcher. Bon, je vais le mettre, mais je pense que c'est un problème avec VS Code parce que tout est plutôt nickel. D'accord? Donc, on peut mettre le type là ici. Tout est plutôt nickel. Et je comprends pas pourquoi il est en train de carrément déranger. Voilà. Vous voyez, les traits sortent un peu de partout alors que tout est plutôt bien fait. Autor. Il dit bien que autor est du type simple. Est du type simple et tout, mais là, il n'est pas en train de marcher. Il dit auto est undefined, alors que voilà, auto qui est bien défini à l'intérieur d'ici, tout DTO, et puis catégorie, tout catégorie également. Techniquement, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Sans problème. Je peux mettre ça dans une variable. Va pose ou bien reste. Comme ceci. Voilà. Et puis, je viens là, je fais faire un return de reste. Post response. Post response. Ça devrait techniquement marcher. Bon, je ferme mon éditeur et je relance. Le problème vient de lui certainement. Là, je n'ai aucun doute. Je relance mon VS Code. Il dit que je redémarre mon environnement, pas de problème. Ça bug il y a tellement beaucoup. Je pense que les prochaines vidéos, nous allons travailler avec IntelliJ pour être un peu beaucoup plus productif et éviter des petits erreurs. Donc, on va utiliser IntelliJ pour aller un peu plus vite. Donc, au moins, j'ai débuté avec VS Code. Vous avez vu comment initialiser un projet Spring Boot avec VS Code, comment installer les dépendances des Spring Boot. Et puis, ça marche plutôt bien. Mais dans les prochaines vidéos, je pense que nous allons éviter VS Code pour aller un peu plus vite. Parce que ça fait carrément 3 minutes que nous avons perdu seulement à regarder si le problème ne vient pas de moi ou bien si le problème ne vient pas de VS Code. Patient. Bon, en attendant que ça travaille, écrivons le code ici. Ça ne va pas nous empêcher de travailler au niveau d'ici là, que de rester carrément à temps. Ici, qu'est-ce que je fais? Je dois récupérer. Donc, il faut juste récupérer poste et catégorie. Donc, je vais copier le code qui est ici en haut. Voilà. Je vais le réutiliser ici en bas au niveau des get catégories. Voilà. Et dès que je récupère le code, je dois maintenant le retourner. Je dois maintenant retourner la catégorie. Je vais dire que j'ai
j'ai post là. Voilà. Je veux dire que j'ai... on peut retourner, on peut récupérer ça directement. On map dessus et on le retourne. D'accord? Donc c'est une possibilité. Bon, essayons un peu de faire ça si je me rappelle encore bien. Find post by ID pour map. Voilà. Map va prendre le mappers. Attendez. Map. Attendez, je recommence. Je dois voir ce que ça prend. Map. Oui, ça prend une fonction. Oui. Map. Ça va prendre la publication. Qu'est-ce que ça va faire? Post mapper pour to DTO. OS throw exception. Je mets l'exception ici. Non, je mets plutôt l'exception ici. Voilà. Le problème vient au niveau d'ici là. Post response. Voilà, c'est nickel. Ou je peux directement faire comme ceci là. Je fais directement un return. Oui, qu'est-ce que je fais là? Bon. Ça, c'est une méthode très simple. Si vous avez compris ceci, j'essaie de récupérer la publication. Si la publication n'existe pas, je lève une exception. C'est ce que je fais. Ici, qu'est-ce que je fais? J'essaie de récupérer une publication. D'accord? Si la publication existe, qu'est-ce que je fais? Je fais un mapping dessus. Donc, je transforme ça, de faire un map sur la publication. Étant donné que quand je récupère la publication, c'est sûr, ça vient au type post. Je le transforme d'abord en post response en faisant le DTO. Et après, maintenant, si ça n'existe pas, je lève une exception. Donc, j'essaie de récupérer la publication. Si la publication n'existe pas, je lève une exception. Mais si ça existe, je le map et puis je le retourne. C'est ce que je vais faire au niveau d'ici. Rien de bien compliqué. Bon, les gars, je me sens déjà bien fatigué et je pense qu'il est déjà presque 2 heures de temps depuis que j'ai fait cette vidéo. Donc, je pense que on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si cela ne vous dérange pas, on peut arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine où nous allons carrément terminer avec l'entité post. D'ici là, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Peace.